Mesdames et messieurs, bonjour. Rien n'existe qui ne soit le fait de l'homme. Ni pensée, ni parole, ni mot. Rien n'existe encore qui ne soit le fait de l'homme. Pas même moi, surtout pas moi. Tout est à inventer. La chose de l'homme n'est pas seulement bête, mensongère et oppressive. Elle est triste surtout, triste à en mourir d'ennui et de désespoir. Inventer une parole de femme, mais pas de femme comme il en est dit dans la parole d'homme. Celle-là, elle peut bien se fâcher. Elle répète, toute femme qui veut tenir un discours qui lui soit propre ne peut se dérober à cette urgence extraordinaire. Inventer la femme. C'est une folie, j'en conviens, mais c'est la seule raison qui me reste. Qui parle ici? Qui a jamais parlé? Assourdissant tumulte des grandes voix, pas une n'est de femme. Je n'ai pas oublié le nom des grands parleurs. Platon, Aristote, Montaigne, Marx, Freud, Nietzsche. Je les connais pour avoir vécu parmi eux, et seulement parmi eux. Je voudrais, ce sont ces superbes parleurs qui, plus que quiconque, m'ont forcé à me taire. Ce sont ces plus grandes voix qui m'ont le plus réduite au silence. Je voudrais que la femme apprenne à naître, à manger et à boire, à regarder le jour et à porter la nuit. Et voilà qu'aujourd'hui tout cela est possible. Voilà que les femmes ouvrent leur bouche et que leur langue se délie. Désormais, aucune voix d'homme ne parviendra à couvrir ces voix multiples et vigoureuses. Ô parfum des mots que le reflux m'enivre, prolixe et superfétatoire, je vous narre un tout et un rien, un néant et un tout. Mais je vous narrerai surtout l'histoire d'un sauveur, de la femme marocaine. Son nom, Moudawana. Son exploit, rendre à la femme ce qui lui a été retiré de droit. Et merci. Confucius, philosophe chinois, a dit: la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, très chers opposants, bonsoir. C'est avec immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que débatteuse inaugurant les débats de la série B d'abord, mais surtout en tant que jeune femme marocaine. Jeune femme qui a vécu et qui aujourd'hui sait juger. 18 ans est peut-être peu, mais indéniablement suffisant. Comme l'affirme Jean Locke, l'esprit de l'enfant est une page blanche et les sens sont ceux qui fournissent la connaissance. Avec mes 5 sens, dans notre société marocaine, j'ai découvert tout un univers où la femme est infiniment sous-estimée idéologiquement et pratiquement. Et on vient nous livrer un document sans aucun réel changement, si ce n'est une reformulation stylistique dont le contenu est loin de répondre aux attentes de la femme oppressée et asservie. C'est bien évidemment la Moudawana. Qu'est-ce que la Moudawana alors? La Moudawana, au code de statut personnel marocain, est définie par Wikipédia comme suit. C'est le droit de la famille marocaine codifié en 1958 sous le règne du roi Mohamed V. Ce code a été amendé une première fois en 1993, puis révisé en février 2004 et promulgué par le roi Mohamed VI en octobre 2004. Cette dernière révision améliore entre autres les droits de la femme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'avec la nouvelle Moudawana, la femme bénéficie de tous ses droits? Et quelles améliorations apporte-t-elle? J'estime que tous les cerveaux ici présents ont déchiffré la bonne réponse, excepté 8. Donc, vu cette naïveté d'esprit candide, je me trouve sous l'obligation de répondre à ma question. Non, elle ne garantit rien et n'apporte aucune amélioration palpable en réalité. Ce n'est qu'un leurre circonstanciel pour calmer les esprits. Et ce fut fait.
Mes camarades et moi allons vous prouver tout au long de notre débat que la nouvelle Mudouana est une preuve de la malveillance de notre politique, car elle est conçue pour discriminer la femme tout en focalisant sur son aspect familial, femme au foyer, en négligeant ses autres dimensions. L'égalité homme-femme n'est pas seulement le fait qu'elle ait son prétendu droit écrit noir sur blanc de voter ou autre, mais bien évidemment, comme l'avait déclaré l'ambassadrice de bonne volonté à l'ONU, Emma Waston, je cite, « Nous ne voulons pas seulement débattre, mais faire en sorte que ce changement soit tangible. » Fin de citation. Au Maroc, non seulement la Mudouana n'offre pas prive la femme de ses droits, mais aussi le système exécutif que nous vivons quotidiennement la dépouille de ses droits minimes. Épargnez-nous, chers camarades, la démagogie politicienne et parlons de la réalité vécue de la femme marocaine. Soyons réalistes et concrets, nous ne sommes pas à deux M. Merci. Bonjour. Donc, cette Mudouana ne vous offre pas vos droits, alors vraiment avant cette dernière, en 1976, comme vous dites, sera la lutte. Bonjour. Asseyez-vous, mes très chers camarades. Je vais vous raconter l'histoire du changement. Que ça commence. Il fut un temps dans un pays magique, appelé Maroc. Là-bas vivait une belle et pauvre créature, nommée femme. Elle était piétinée, mise au bas des échelons. À cause de qui? À cause d'un ennemi qui lui avait promis il y a des décennies que ça serait sa première cible. Allait être bien évidemment cette créature. Personne, je dis bien personne, ne savait quoi ressemblait cet ennemi, sans visage, ni comment l'affronter. Apparaît le bonheur. L'élu venait de naître, doté de pouvoirs magiques, de pouvoirs extraordinaires, dépassant l'entendement. Lui seul pouvait sauver cette femme, Mudouana qu'il se nommait. Il y a des années de cela, l'homme répudiait les femmes sans leur demander leurs avis. Il se mariait plusieurs épouses sans qu'elles ne le sachent. Elle ne faisait la découverte des autres épouses jusqu'à l'enterrement de ce dernier. Ce qui n'est plus possible. En 2004, je vous dis bien en 2004, je me souviens, les choses avaient totalement changé. Que les femmes allaient être soumises à l'autorisation préalable du juge et qu'avant, c'était qu'un droit au mari. Que le mari ne pourrait, maintenant, le mari ne pourrait se remarier avec une autre femme sans que sa première femme n'accepte. Et tout ça grâce à qui? Devinez grâce à qui? Grâce à la Mudouana. Merci. Donc, vous avez dit qu'avant 1900, je ne sais plus quoi, je n'ai pas bien entendu, pardon, la femme ne bénéficie pas de tous ses droits ou je ne sais quoi. Et alors dites-moi, est-ce que ça a changé? Non. Ah non, maintenant il a le droit de vote, pardon. Par ailleurs, Daniel Galvana Vigna, ce nom vous dit-il quelque chose? Non? Eh bien, ce n'est autre que l'Espagnol, pédophile de 63 ans, qui a violé 11 enfants, dont 12 filles plusieurs filles de plus de 12 ans. Alors dites-moi, qu'est-il advenu de cet honorable Daniel? Pardonné, libéré, acquitté. Comment, peu importe. Et le droit de ces femmes dans tout cela? Ces femmes qui ont été souillées et qui ont été violées. Rien, aucun droit, aucune considération. Juste un avenir brisé et des séquelles qui resteront à vie. Donc, avant de prétendre que la femme bénéficie réellement de tous ses droits avec la nouvelle Mudouana, il faut en être soi-même sûr et convaincu. Mais en entendant vos dires, honorables opposants, ça se voit que vous-même, vous savez que la femme est oppressée et ne bénéficie que de poudre aux yeux. Prenons un exemple concret. La femme violée. Eh bien, figurez-vous que le violeur pourra être acquitté. Comment cela? Article 475 du Code pénal, qui permet au violeur d'épouser sa victime pour échapper à sa peine,
Mais je vous vois venir, vous allez me dire que non, la femme a le droit de choisir. Et s'il ne veut pas se marier avec lui, qu'il aille pourrir en prison. Elle ne se mariera pas avec lui. Mais nous vivons au Maroc. Et la mentalité est rouillée ici, au Maroc. Donc elle sera obligée de se marier avec lui. Bref. Un autre exemple concret. L'enfant né hors du mariage, sa garde, la garde de l'enfant né hors du mariage, eh bien, elle est attribuée au géniteur et non à la mère. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la mère, eh bien, elle n'a pas le droit de garde. Trouvez-vous que c'est juste? Non, moi aussi. Un autre exemple concret, un troisième, parce que j'aime vraiment les exemples concrets. Et ce qui est bien avec ces exemples-là, c'est qu'ils sont très difficiles à réfuter. Et moi, je suis une personne qui déteste sombrer dans la facilité, qui est d'ailleurs quelque chose que vous maîtrisez extrêmement bien, honorables opposants. Je m'apprête à parler d'une affaire, une affaire qui est passée plutôt inaperçue malgré sa gravité, hélas. L'affaire d'un parlementaire qui a violé une femme, une jeune femme, puis l'a agressée. Eh bien, devinez quoi? Ce parlementaire a été acquitté. Je vous vois venir parce que je vous vois toujours venir. Vous allez me dire que c'est parce que ce parlementaire a de l'influence. Donc cet argument n'a rien à faire ici. Ceci est un autre débat, mais ça reste une femme qui a été violée. Donc logiquement, nous parlons de droits de femme ici. Alors, s'il vous plaît, honorables opposants, la question ne se pose même pas. La femme ne bénéficie pas de tous ses droits ici au Maroc, avec ou sans la nouvelle Moudouana, même les plus élémentaires. Allez faire un tour au tribunal de la famille et vous verrez le nombre de femmes qui demandent leurs allocations de leur mari. Allez faire un tour au commissariat et vous verrez le nombre de plaintes de femmes se sont fait battre par des hommes, mari ou pas. Vous allez être choqués. Alors, s'il vous plaît, honorables et chers opposants, arrêtez de jouer à l'avocat du diable. Merci. Bonsoir, je suis cette belle et pauvre créature sauvée par la Moudawana. Je suis une femme libre, je le suis et je sais être une femme heureuse. Qu'y a-t-il de plus beau au monde? Cela est dit sans orgueil, mais avec une gratitude à l'égard de cette Moudawana qui m'a aidé à me construire ainsi. Ma liberté n'a plus de limite. Je l'ai touchée le jour où j'ai connu la Moudawana qui m'a aidé à sortir du monde obscur où je m'étais enfermée, où on m'avait enfermée. La Moudawana permet à la femme de se réjouir de tous ses droits. Certes, elle ne rentre pas dans les détails, mais présente les lignes directrices pour lui tracer la voie lui permettant de défendre ses droits et ouvre la porte à d'autres réformes. Des réformes juridiques en faveur de la femme, il y en a plein au Maroc. La preuve est la nouvelle Moudawana. Il aspire tout à rendre la femme le statut digne qu'elle mérite, et ce, malgré les lenteurs qu'elle sévisse toujours quant au mécanisme de l'application de ces nouvelles lois. Dans l'entourage du roi, comme dans les associations féministes, on sait que le problème désormais, c'est l'application de la loi. Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses. Alors, les instructions ont été données pour que l'appareil judiciaire suive. Des tribunaux aussi pour appliquer le code de la famille. Et sans oublier, il ne faut surtout pas oublier les associations nées avec la nouvelle Moudawana qui défendent le droit de la femme avec tant d'exaltation, de fougue et de frénésie. Une femme, Aïcha Chenna, en est la preuve. Elle se bat en la faveur de la gente féminine et en coopération avec la Moudawana, elle aide la femme à sortir de sa coquille, à se ressentir et à se découvrir. Alors, pourquoi tant de violence envers les femmes? Eh bien, tout simplement, c'est à cause de cette dernière qui refuse de réagir soit par peur ou par ignorance, mais surtout par peur d'envoyer son mari en prison. Car oui, l'auteur de violences envers la femme est condamné à 2 ans de prison plus une amende arrivant de 1000 à 6000 dirhams, selon la nouvelle Moudawana. Voilà que cette dernière donne toutes les possibilités à la femme de se défendre. Alors, elle lui donne le droit de faire intervenir ses proches comme témoins, de porter plainte, mais aussi le droit de demander le divorce. La nouvelle Moudawana
a aussi ouvert la porte et a encouragé la femme pour avoir un poids dans la vie politique. Pendant les années 70, il n'y avait aucune femme au Parlement. Et puis, pas aussi loin de la réalisation de la nouvelle Moudawana en 2002, il y en avait 30, alors qu'après la Moudawana jusqu'aujourd'hui, la présence des femmes au Parlement représente 21%. Un pourcentage qui est loin d'être faible devant celui de l'Allemagne, ce pays historiquement féministe qui connaît un pourcentage de 30% de présence de femmes dans la vie politique. Et même la Chine avec 24%. Et ne soyez pas surpris, chère audience, devant un pourcentage de 9% au Japon. Alors, voyez-vous, toutes les possibilités sont entre vos mains. Réagissez, mesdames, et donnez-vous la chance de voir vos droits se réaliser. Merci. Chers opposants, révisez bien. Aïcha Chna blâme déjà le Moudawana, car il a privé la femme de plusieurs droits. Chère audience, je me présente. Je suis une jeune femme. Je suis musulmane. Je suis marocaine. J'ai eu la chance d'être née dans une famille conservatrice, mais très compréhensive. Je n'ai jamais été ni soumise, ni discriminée, et j'étais aimée et traitée de la même manière que mon frère. Mes parents comprennent parfaitement le point de vue de l'islam à propos de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils saisissent ainsi le vrai sens et l'esprit de l'islam dont les valeurs garantissent les droits des femmes comme celles des hommes. Tout simplement parce que mes parents n'adhèrent point à l'interprétation erronée des directives de notre religion. En effet, la culture patriarcale dont il faut s'émanciper a eu un énorme impact sur la lecture des textes coraniques. Cette culture qui nous empêche de découvrir les horizons de notre livre parfait qui permettent la reconnaissance de l'identité et de l'autonomie de la femme. Comme vous le savez déjà tous, la Moudawana était basée sur des idées religieuses interprétées exprès pour asseoir la suprématie de l'homme et asservir la femme. À cause de cette lecture masculine, à cause des institutions dirigées par un leadership masculin, la Moudawana reste incomplète et la femme marocaine, bien sûr, demeure sans droit. Alors là, je vous donnerai deux parfaits exemples qui concrétisent cette faille. Premièrement, chers opposants, je vous corrige, si un mari veut prendre une seconde épouse et que la première refuse, le juge lui donne le droit de la divorcer simplement en lui imposant une rétribution. D'ailleurs, elle ne récupérera ce dû que rarement. Deuxièmement, si la femme demande le divorce, quelle que soit la cause, elle doit renoncer à tous ses droits pour qu'elle soit libérée de son mari nonchalant. Quelle justice! Mesdames du Maroc, ces hommes qui prétendent de nous défendre au nom de l'islam confondent toujours entre religion et coutume. D'ailleurs, les deux mots haram ou religieusement interdits et le mahchouma ou culturellement inapproprié sont confondus par la grande majorité. En fait, c'est vraiment regrettable et douloureux de déduire que rares les pays qui soient convaincus de l'égalité des sexes sans réticence. Encore moins le nôtre, où les responsables ne font que jeter la poudre aux yeux afin de calmer la population. Notre pays, comme tant d'autres, utilise la religion comme idéologie pour atténuer la rage des populations oppressées et dénudées, et aussi, bien sûr, satisfaire leur soif de pouvoir. Ah oui, j'ai failli d'oublier. La religion est l'opium des peuples. C'est le sédatif de nos jours à toutes les doléances. Comment peut-on espérer des changements aptes à garantir les droits des femmes, aptes à garantir plutôt l'égalité entre les femmes et les hommes, si ces derniers eux-mêmes sont privés de leurs droits fondamentaux? Merci. C'est à vous, chère audience, de réviser vos contre-arguments, car en se basant sur vos exemples, celui de Daniel évoque les enfants, non ceux des femmes. La femme, ma femme marocaine, cet élément de la société qu'on a tant méprisé et bafoué avant. Cet être humain, marginalisé et considéré comme le socle du cocon rose qui est la famille. Mais permettez-moi, avant, mesdames et messieurs, de vous conter l'histoire de cette femme, cette pauvre femme.
Eh bien, cette dernière a connu pendant un certain temps la suprématie de l'homme et qui l'autorise de prendre la place d'un échelon au-dessus de sa femme. Et encore, de prendre en charge toutes les responsabilités, je dis bien toutes les responsabilités, y compris l'épouse. Et donc, on remarque la révolution d'une certaine discrimination envers le sexe féminin. Le devoir d'obéissance, obéir à son mari, et qui est prise encore pour l'obligation la plus importante pour une vie conjugale réussite. Donc, subir à tous les abus et la violence, refuter tous ses droits, afin de, soi-disant, protéger sa famille. Et là, le moment tant attendu de l'histoire arriva. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les changements les plus importants se sont réalisés au sein des mœurs et de la famille. Avec la révolution industrielle, l'exode rural et l'urbanisation qui ont permis le changement de ces mentalités marocaines, le changement de la mentalité des femmes marocaines. Et cela lui a permis un processus, lui a permis une route vers l'évolution de ses droits. C'est à cet instant même, cette femme, pauvre femme, s'est accrochée à une bouée de sauvetage, une bouée qui l'attira de cette marée morne et mordide, une bouée qui a changé toute une situation. Moudawana de 2004, premier réquisitoire où on cite les droits bafoués de la femme, où on réclame l'égalité de deux sexes. C'est vrai, on a pris du temps à réaliser ces souffrances, mais permettez-moi, chère audience et chers opposants, de vous rappeler qu'on vit dans un pays nommé Maroc, un pays où en 2018 encore règne la corruption et l'insolitude. Et donc déjà déclarer les droits de la femme dans un manuscrit est déjà pas mal. Cette bouée commença à se dégonfler, et là, l'apparition soudaine d'une nouvelle Moudawana. Un nouveau code de famille, plus élargi et plus réalisable, offrant à la femme, ou plus proprement l'épouse, tous ses droits réclamés tels que le divorce, la tutelle, la garde des enfants, l'héritage, se réfugier à l'État en cas d'abus sexuel ou violence, des droits tant réclamés, finalement trouvés ou finalement déclarés. Et j'en suis sûre que votre attaque se résumera ainsi. Si vraiment tous ces droits lui sont prodigués, pourquoi trouve-t-on en 2018 des viols et des femmes battues ? Eh bien, je vous répondrai tout simplement qu'en 2018, qu'en ce 20e siècle, 21e siècle, on vit encore dans une société de chouma. À bon entendeur, salut. Merci. Chers opposants, vous parlez de l'égalité, donc je te demande d'ouvrir bien les oreilles. Chers camarades, la situation économique de la femme marocaine va de mal en pire. Comment peut-elle aspirer à un changement, une amélioration de sa situation si ses prétendus droits de l'égalité avec l'homme ne sont que balivernes? Des paroles jetées en l'air, des pseudo-lois d'une nouvelle, soi-disant nouvelle Moudawana, inappliquée. Prenons à titre d'exemple en matière d'emploi dans notre cher pays. L'activité de la femme a enregistré une baisse, passant de 27,9% en 2000 à 24,7% en 2012. Cette dernière ne cesse de régresser. Le taux d'activité féminine est déjà 3 fois plus bas que celui des hommes. Le taux de chômage par sexe, je cite, 21% par rapport aux femmes, 11,3% par rapport aux hommes. Mais ceci n'est pas dû à l'incompétence des femmes, mais à la discrimination et l'exclusion. Autre exemple significatif, le fait de priver des jeunes filles de leur droit à la scolarité. Toujours concernant le statut subalterne de la femme qui engendre la maltraitance de cette dernière, une enquête menée par le HCP parallèlement montre que 63% des femmes âgées entre 18 ans et 64 ans ont subi une certaine forme de violence, dont 48% une violence psychologique, 15% une violence physique ou des atteintes à leur liberté individuelle. Et on trouve aussi que 13% des femmes au Maroc ne sont pas libres de s'habiller selon leur choix, ou encore 27%
doivent cesser de travailler sous la contrainte de leur mari. Qu'a fait donc la nouvelle Moudouana pour l'amélioration de cette femme qui demeure, malgré elle, une citoyenne, improductive, asservie et sous-estimée? Je vous laisse réfléchir et merci. Sur opposant, les problèmes que connaît la femme dans la vie professionnelle n'est pas dû au sexe, c'est plutôt dû aux compétences et aux capacités de chacun. Un autre point, c'est l'Islande est est le premier pays à établir l'égalité dans les salaires entre l'homme et la femme. Donc, ce même sujet crée une grande polémique en France, alors qu'ici au Maroc, ça ne nous cause aucun problème parce que, comme j'ai déjà dit, c'est une question de compétence de chacun. L'ancienne Moudawana se basait sur une perception réductrice à mon égard en tant que femme marocaine. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais considérée comme mineure à vie. À l'occasion de mon mariage, je quittais la tutelle de mon père pour subir celle de mon mari. Au sein de ma famille, j'occupais un rang moindre devant mon époux, chose qui me spoliait de tout droit à la décision. Soudainement, mon sauveur arriva. Mon sauveur arriva alors à juste titre pour établir l'équilibre au sein de la famille marocaine et me réhabiliter dans mes droits en tant qu'adulte. S'agissant de l'âge de mon mariage, il est porté à 18 ans au lieu de 15 ans auparavant. Ceci me permet de faire face à mes responsabilités familiales en étant pleinement majeure. Ce qui me donne la chance de vivre ma vie et de forger ma personnalité, de forger ma propre personnalité et de m'en réjouir. Une chance dont j'ai été privée avant l'arrivée de la nouvelle Moudawana. Quant au divorce, qui était l'apanage du mari, j'ai le droit dorénavant de le demander. Pour rappel, le juge n'acceptait pas par le passé la demande de divorce formulée par l'épouse que dans le cas exceptionnel où elle présente des épreuves de préjudice subi. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai le droit. Aujourd'hui, j'ai tous mes droits et aujourd'hui, et grâce à la nouvelle Moudawana, je suis devenue le pilier et l'épicentre de toutes les activités menues dans la société. Je suis incontournable dans la vie d'une nation car je suis à la fois la sœur, l'épouse et la mère. Merci. Chers opposants, je reviens à un argument que vous avez cité tout à l'heure. Vous avez dit que le taux des femmes dans le Parlement marocain atteint les 21%. Et vous avez donné d'autres exemples comme l'Allemagne, etc. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu ou bien vous ne voulez pas le citer, mais figurez-vous qu'au Rwanda, à titre d'exemple, ce même taux atteint les 61,3%. Donc, ce taux au Maroc, c'est rien par rapport aux autres pays. Et de deux, vous avez dit que c'est dû aux compétences de chacun. Donc, j'entends dire par ceci que les femmes n'ont pas de compétences et que les hommes, si. Quelle mentalité! Et de trois, la bouée que vous attendez, qui est venue vous sauver, je pense qu'elle n'existe même pas. Bref, chère audience, il me paraît fort important d'éclaircir plus concrètement l'origine de l'inefficacité de cette Moudawana. Il ne s'agit pas de loi, ni de discours démagogiques au service d'une idéologie politicienne destinée à illustrer l'image du Maroc à l'étranger. Mais le problème fondamental réside dans la mentalité ancrée dans le fin fond de l'homme en général et de l'oriental en particulier. Le Maroc n'échappe pas à cette règle. Pire, il fait partie des plus orthodoxes quant au statut de la femme. Et quoi qu'en dise, le Marocain n'arrive jamais à reconnaître l'égalité avec la femme, encore moins sa supériorité parfois. On a beau prétendre l'ouverture d'esprit, la culture des droits de l'homme, la tolérance, tout cela ne tient pas quand ils se sont menacés dans son statut de patriarche. Vous n'avez qu'à regarder le comportement des époux avec leurs épouses. Même lorsque celles-ci travaillent, elles sont obligées de faire toute la besogne dans la maison. Le mari, lui,
n'est pas fait pour ce genre de tâches. Ce serait toucher à son statut de maître des lieux. Observez aussi le comportement de vos camarades. Les garçons ne font qu'imiter leur père. Notre système éducatif est ainsi conçu pour attribuer cette distinction entre l'homme seigneur et la femme soumise. On va même jusqu'à appuyer cette conception par l'interprétation erronée du texte sacré. Alors, chère audience, comment voulez-vous qu'une prétendue Moudouana puisse changer tout ceci? Car, comme a dit le proverbe, on a beau peindre le tronc de l'arbre, les racines demeurent noires. Merci. Donc, en se basant sur vos arguments, vous vous sentez menacé, c'est ça. Et donc, vous osez hisser votre voix, même si vous vous sentez menacé. Je passe. Passons à notre chère polygamie que vous avez évoquée. L'ennemi fatal, la crainte que terrorise chaque femme et épouse sur cette terre. Nul d'entre vous ne niera qu'un membre de sa famille affronte ce genre de problème. Et nul de vous ne niera qu'un de son grand-père a eu une deuxième ou peut-être même troisième jusqu'à une quatrième épouse. La polygamie a été toujours une maladie fatale, l'épidémie de toutes les épouses marocaines. Et donc, pour limiter cet épouvantable phénomène, la nouvelle Moudawana a cité sous l'article 42 concernant la polygamie, je cite, « En l'absence de conditions pour laquelle l'épouse s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre, au tribunal une demande d'autorisation à cet effet. » Mais 20 ans avant, la femme marocaine ne bénéficiait pas de ce droit. Elle arrivait même à retrouver des inconnus, des étrangères dans sa maison. Passons. L'avortement. L'avortement qui était un sujet d'un débat tumultueux, qui a préoccupé les préaux de toutes les actualités en 2015. Qui dit avortement dit bien sûr le tabou noir indiscutable. Eh bien, la révolution féminine a exigé l'ouverture de cette discussion. Et avec l'effort des associations des droits de la femme et les membres du Parlement, on a fini par légaliser ce dernier en cas de viol, risques vitaux, maladie mentale. Chose qui n'était pas avant. Et après tout, on vient de dire que la Moudawana ne cite pas tous les droits fondamentaux de la femme. Je vous assure que vous, chers opposants, vous vous flattez dans un dilemme absolu. Car si les autorités n'appliquaient pas leur travail, mais la Moudawana cite tous les droits, merci. Vous savez, honorables opposants, la base de la communication, c'est d'entendre. Mais en entendant vos contre-arguments répétitifs, ça se voit. Ça se voit que vous n'entendez rien du tout. Déjà, commençons. J'ai dit dans mon intervention que cet honorable Daniel a violé 11 enfants, dont des filles de plus de 12 ans. Et vous savez que constitutionnellement, mais non, vous n'avez pas ça, ces filles-là sont considérées comme des femmes. Alors, votre contre-argument est d'office enlevé. Et puis la polygamie, vous avez dit cet argument-là 2 fois, je pense. Moi, je l'ai dit au premier débat. Moi, j'appelle ça du recyclage. Dire la chose 2 fois, ça se voit que vous avez une peine d'inspiration, je pense. Article 45 qui stipule que la femme ne pourra pas, qui stipule que la femme ne pourra pas avoir son mot à dire quand son homme voudra se divorcer avec elle. Bref, par ailleurs, que le débat touche à sa fin ou non, parce que oui, il touche à sa fin, un parti doit être vainqueur, et ce, grâce à un travail acharné et une volonté de faire quelque chose dont, hélas, vous ne disposez guère, honorables chers opposants. La seule chose sur laquelle vous vous acharnez est d'essayer de nous persuader, sans nous convaincre, que la femme bénéficie d'un semblable de droit ici au Maroc. Chose qui est bien évidemment fausse, parce que la réalité est autre chose.
autre chose que votre petit monde idéaliste, bien à vous, que vous avez monté de toutes pièces et où la femme est épanouie, heureuse et enthousiaste. Mais comme je suis bon joueur, oui, je suis bon joueur, je vais moi aussi créer un monde. Un monde, mais qui cette fois-ci reflète la réalité amère d'une femme, une femme asservie. Une femme que l'on considère comme être subalterne et dénuée d'intelligence, qu'on peut manipuler à sa guise. Ne dit-on pas oui, chère audience, nous venons de le prouver par le biais de nos arguments poignants et convaincants qui dénoncent cette discrimination. Cette discrimination qui engendre la marginalisation de la femme dans tous les domaines, à commencer par le domaine de l'éducation. Car oui, le garçon est favorisé dans son domaine-ci, dans le domaine de la famille. Oui, le comportement du mari, soi-disant maître des lieux. C'est même pas palpable, c'est visible, c'est concret. Les établissements scolaires envoient le comportement de quelques garçons vis-à-vis de leurs camarades filles. S'il vous plaît, chers opposants, s'il vous plaît. Certes, les mentalités commencent à bouger, mais il nous faut des siècles, et je dis bien des siècles, pour formater cette mentalité. Les statistiques alarmantes parlent d'elles-mêmes. Augmentation du taux de viol, augmentation du taux de violence conjugale, augmentation du taux d'analphabétisme de femmes par rapport aux hommes. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, s'il vous plaît. L'écart est énorme, l'injustice est flagrante et omniprésente. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'espoir que moi, eux et vous tous, vous changez la donne. Oui, vous pourrez changer la donne. Comment cela? En se tenant main dans la main et en priant et en travaillant, parce que la prière, ça ne suffit pas. Et en travaillant pour un monde meilleur, et un monde où vous pourrez enfin vous épanouir, gentes demoiselles. Merci. Répétitif que tu as dit. On a parlé de 11 points. Alors monsieur, pour celui qui n'entend pas, ce n'est pas nous, c'est vous. Vous avez dit aussi que le problème de la scolarité, enfin de la femme, est à cause peut-être de la Mudawana. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas à cause de la Mudawana que la femme ne bénéficie pas de ses droits de scolarité, mais à cause de la mentalité de sa famille et de son entourage. Vous savez aussi, l'intégration de la femme dans le domaine politique ne vient pas en un clin d'œil. Faire face à des grands pays développés, c'est déjà pas mal. Surtout que tout cela est réalisé en peu d'années. C'est bien, vous savez. Et bien voilà que notre récit se termine. Tout est bien, qui finit bien. Mudawana épousa la femme et eurent beaucoup d'enfants. On dit, beaucoup de droits, On dit que la vérité peut sortir de n'importe où, pourvu que certains parlent et d'autres se taisent. Alors écoutez-moi, et écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, je suis le porte-parole de cette vérité. Depuis la réforme de la Mudawana en 2004, la femme est davantage sécurisée en cas de divorce ou de litige familial. Le nouveau code a abrogé l'ancienne disposition qui défendait le principe de l'obéissance de l'épouse à son mari. La polygamie, comme la répudiation, si elle n'est pas interdite, est toutefois soumise à beaucoup plus de conditions strictes. Mais aussi l'obligation d'être autorisée par le juge. Droit de divorce, âge minimum pour se marier reporté à 18 ans. Polygamie restreinte et j'en passe. En 2004, cette réforme a été un tremplin pour tous les droits de la femme marocaine. Vous savez aussi, certaines femmes, comme peut-être nos très chers opposants, diraient que je parle beaucoup pour rien. Mais c'est qu'elles ne sentent rien, plus rien, même plus les femmes qu'elles sentent. Alors, en fin de compte, je voudrais remercier mes très chers camarades et mes chers opposants pour avoir illustré tout ce qui fait l'âme de notre école. L'intelligence, l'humour, l'irrévérence, l'audace de prendre la parole, d'exprimer vos idées, même les idées les plus scandaleusement indéfendables.
Alors, en fin de compte, la principale leçon à tirer de l'expérience des réformes, et plus précisément de la réforme de la Mudawana, est que si les droits de la femme progressent, c'est tout le Maroc tout entier qui avance. Et merci.